Bonjour et bonsoir. Parmi les voix de la radio, certaines sont infiniment chaleureuses par ce qu'elles disent et par la manière dont elles le disent. Je pense à Philippe Caloni par exemple, et puis aussi bien sûr à Henri Gorayeb. De surcroît, Henri Gorayeb met sa voix, son érudition et sa chaleur au service d'autres voix, celles qui ont inscrit le chant dans nos mémoires. Or, que de voix se sont aussi perdues avant que le disque ou l'image ne les saisisse. Pensons aux archives dont nous disposons de Maria Callas, par exemple. Ainsi, faut-il essayer de conserver l'éphémère, d'avoir des témoignages pour comprendre d'où viennent les voix d'aujourd'hui et garder en mémoire celles qui ont permis au présent de l'opéra d'exister. Je suis particulièrement honoré de recevoir aujourd'hui Madame Madeleine Mathieu, qui fut une inoubliable Carmen pendant la première moitié de ce siècle, qui fut aussi l'amie de Fauré et qui forma de très nombreux disciples. À côté de Madeleine Mathieu, vous aurez reconnu Henri Gorayeb, et à côté d'Henri Gorayeb, Hélène Dosia. Hélène Dosia porta les couleurs du chant français en Amérique, y obtint quelques-uns des succès les plus importants de l'histoire de l'opéra, notamment avec une fabuleuse Traviata au Metropolitan. Et puis Hélène Dosia fit aussi du cinéma, Hoffman and Music, avec notamment Rubinstein. À ma gauche, Géorie Boué. Géorie Boué, au nom si chargé de magie, qui est bien connu des téléspectateurs, car elle a fait beaucoup d'émissions de télévision, qui fut aussi la Malibran pour Sacha Guitry. À côté de Géorie Boué, Jean Gouret. Alors Jean Gouret est un inépuisable historien de l'opéra. On lui doit un livre qui nous a beaucoup servi aujourd'hui, que le Dictionnaire des cantatrices de l'Opéra de Paris, qui est un livre absolument magnifique dont on aura l'occasion de parler. Et à côté de Jean Gouret, nous avons le plaisir de recevoir Madame Marcelle Binlay. Madame Marcelle Binlay fut l'une des plus grandes wagnériennes de ce siècle. Elle chanta notamment sous la direction de Toscanini en 1931 à Bayreuth et retourna à Bayreuth en 1933, où elle obtint notamment l'admiration de Kirsten Flagstad. Alors ça, c'est un plateau qui est extrêmement impressionnant, que nous avons réussi à construire grâce à Henri Gorayeb. Et je voulais demander tout d'abord à Henri Gorayeb quel est le sens de la démarche qu'il suit dans Première Loge chaque semaine sur France Musique. Pourquoi cette recherche des voix? On m'a confié une émission d'archives lyriques. On aurait pu me confier de m'occuper d'une émission sur les jeunes ou sur le saxophone. Je l'aurais fait avec autant de cœur. Mais il faut dire qu'avec la voix, il y a une telle richesse. Et la France a des documents extraordinaires. C'est inépuisable. Il faudrait 100 Henri Gorayeb pendant 1000 ans pour épuiser ce qui est déjà chez nous, spécialement à la discothèque de Radio France. Donc les voix, c'est venu parce qu'on me les a confiées un jour. Mais avant moi, il y avait Henri Jacqueton qui avait fait des émissions pendant près de 20 ans. Mais je l'ai fait dans un autre style, c'est-à-dire que je diffuse beaucoup de chants et je parle peu. Alors, Jean, c'est dommage parce que quand on vous entend, il y a aussi cette mélodie de l'accent du Liban qui est si belle. Vous avez vous-même une voix chantante. Jean Gouret, comment peut-on arriver à mener une enquête aussi formidable que celle que vous avez menée dans le Dictionnaire des cantatrices de l'opéra? Vous retrouvez... C'est comme si on les entendait. Or, certaines de ces voix se sont irrémédiablement perdues. Et pourtant, vous arrivez à nous décrire parfaitement ce qu'elles étaient. Comment faites-vous? Il faut faire un travail de fourmi. Elles sont infiniment nombreuses, puisque dans ce livre, il y en a quelques 2000. Beaucoup de documents, comme le disait Henri Gorayeb pour les archives de France Musique, beaucoup de documents existent à la Bibliothèque nationale, aux archives nationales. Et il est, je dirais, presque plus facile de reconstituer la biographie d'une cantatrice qui chantait sous Louis XIV que d'une contemporaine. Pourquoi cela? Qui déjà ne vous donnera pas sa date de naissance. Elle aura raison, elle aura raison. À son avis, à elle. Bon. Mais si elle veut passer à l'immortalité par les livres, je crois qu'elle a intérêt à la donner. Alors je vous propose de retrouver tout de suite quelques images de Madeleine Mathieu, et nous avons mis sur ces images Carmen, car elle en fut l'une des inoubliables interprètes. Quelques images de Madeleine Mathieu.
Alors Madeleine Mathieu, vous avez auditionné pour Pedro Gaillard. Qui était-il pour commencer votre carrière? Pedro Gaillard, ben c'était il était, je crois, au conservatoire, Pedro Gaillard. Et vous avez commencé à chanter en 1913 dans la Navarrese de Massenet. Oui, c'est là. Oui, c'est-à-dire que voilà exactement ce qui s'est produit. À ma sortie d'école, ma mère voir le professeur et dit, le professeur commence par dire simplement, c'est pas la peine de lui faire poursuivre des études secondaires, elle n'est bien que dans les arts. C'était à la fin des études. Alors évidemment, mon papa a dit, oui, mais moi je voudrais l'avis de quelqu'un de compétent, parce que c'est facile de dire qu'on est bien et tout ça. Alors j'ai été auditionnée par un ancien directeur de l'Opéra de Paris, avec mon papa, et il lui a dit ceci, que votre fille se présente au conservatoire, je vous garantis qu'elle sera reçue, hein, et que, évidemment, il n'y a pas de question. Et j'ai été reçue en première année de concours et j'ai débuté tout de suite. Alors ça, c'était avant la Première Guerre mondiale et vous avez été... Avant la Première Guerre mondiale. Et vous avez... J'étais à la guerre de 14, j'étais chantée à l'arrière du front. À l'arrière du front. front. Mailly. Hein. Et alors, vous étiez très célèbre aussi pour vos dons de comédienne, notamment dans oui. Carmen. Oui, mais ça, c'est comme je vous ai dit, on apprend à chanter la comédie, on est comédien ou on ne l'est pas. Car moi, j'ai jamais eu une leçon de comédie et j'étais comédienne. Et justement, quelqu'un qui était compétent, comme par exemple des gens intéressants, on dit c'est très drôle, ce que Madeleine Mathieu parle comme les comédiennes, ce qui est assez rare. C'est quand une chanteuse parle, elle parle comme une chanteuse, mais pas comme une comédienne. Comment est-ce que vous expliquez la longueur de votre carrière? Vous avez une carrière très longue et très brillante. Eh bien, parce que voilà, j'ai fait de l'enseignement. Et voyez-vous, l'enseignement, là, ça aussi, il faut savoir le faire. Car si on ne sait pas faire l'enseignement, c'est une catastrophe. Comprenez-vous? Mais j'ai su faire travailler les gens, c'est-à-dire apprendre à respirer, une des principales choses que l'on n'apprend pas dans les conservatoires même de Paris. Jean Gouret, comment peut-on caractériser la voix de Madeleine Mathieu? Et quel était son répertoire? Madeleine Mathieu avait une voix de soprano dramatique. C'est ça même. Et dans son répertoire, on trouvait la Tosca, Oui. Carmen, Butterfly, Charlotte, oui. de Werther. Quelle était votre préférence? Vous savez, cette histoire de l'île déserte. Si vous aviez dû emporter un de vos rôles sur une île déserte, lequel aurait-ce été? J'avoue que j'avais un faible pour Carmen, car c'est très intéressant quand on est comédien. Comprenez-vous? Si on vit bien Carmen, c'est pas seulement, il faut aussi que ça soit bien vu. Moi, j'étais presque au début de la création de Carmen. Et c'était beaucoup mieux que ce qu'on a refait après à l'opéra. Elle n'a plus aucun rapport. Carmen est une femme qui est autoritaire, qui plaît ce qui lui plaît. Et pas qui dit... c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, par exemple, quand on dit Carmen, jamais Carmen ne cédera, libre elle est née et libre elle mourra. Bon, eh ben, alors c'est pas une petite fille qui pleure comme ça subitement. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Oh, mais je sais ce que je dis, tu sais. Ça, pour me montrer de la comédie, il faut se lever matin avec moi. Parce que ça, je suis née comédienne. Comme je vous dis, on apprend à chanter, on n'apprend pas à jouer la comédie. Alors, dans votre carrière si longue, vous avez eu de nombreuses amitiés, et notamment, vous avez rencontré Gabriel Fauré. Oui, parfaitement. Et j'ai même une chose qui m'a envoyé par télégramme parce qu'il était malade, parce que j'avais chanté son opéra. Et alors, ses amis lui avaient dit, enfin, ce qu'ils pensaient de moi, et il m'a envoyé une dépêche pour me féliciter et tout ça. Voilà. Vous avez beaucoup chanté à l'étranger. J'ai noté que vous avez chanté au Liceo de Barcelone, que vous avez chanté à Covent Garden. Est-ce que vous aviez l'impression de représenter sur cette scène étrangère quelque chose de particulier qui aurait été le chant français? Oh, certainement, car chaque pays a fourni tout de même un petit peu ces choses. Moi, je vous dis, Carmen, hein, j'ai jamais pris une leçon de Carmen. J'arrivais en scène, mais si je voulais vous jouer Carmen sans le chanter, c'est facile. Quand Carmen, on dit, c'est la Carmen Cita, c'est ça. Bon, alors, évidemment, cette histoire-là, c'est vrai. Et quand j'arrivais en chantant,
chose qu'il faut, il y en a qui ne le font plus maintenant. Et alors, oh ben, je m'arrête et puis je dis, quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain, oh, mais pas aujourd'hui, c'est certain, car j'ai aperçu Don José, vous avez vu l'œil. Et c'est ça les gens qui parlent. Qu'est-ce qui, à votre avis, manque le plus à l'opéra aujourd'hui et qui existait à l'époque où vous l'incarniez? Eh bien, et ça manque d'abord, je crois, d'administrateurs. Ça, il faut bien le dire, il n'y a personne. Et puis alors maintenant, moi je dois dire que je ne suis pas allée à la Bastille. Moi je ne suis pas d'accord avec la Bastille. Parce que je trouve que quand on a la chance d'avoir un opéra comique, c'est pas les étrangers qui vont se balader à la Bastille, c'est pas vrai. Quand on veut pour dépenser de l'argent, il faut que ce soit de l'argent dans le cadre. Et bien l'opéra, ils ne la refont pas demain. Alors, je pense que nous allons transmettre ce message à Pierre Berger et que nous aurons l'occasion de confronter. Mais en tout cas, ce qui est très important, je retiens, c'est que l'opéra comique et la salle Favart, ça a eu un rôle très important dans votre carrière. Oui, et puis je trouve que c'est une salle admirable et que j'espère qu'ils ne balanceront pas. Parce qu'avec toutes les bêtises qu'on fait, on ne sait pas où on va maintenant, comprenez-vous? On nage n'importe où. Je pense que l'opéra comique sera préservé malgré tout. Je vous propose, c'est pas tellement sûr. Je vous propose de voir Quand on a mon âge, on en a tellement vu, vous savez, qu'on est blindé. Parce que, et non, c'est vrai ce que je dis là, vous savez. Parce que l'opéra comique, c'est encore pire que l'opéra. À l'opéra, si vous n'êtes pas au premier rang, vous ne voyez pas l'expression des gens. Tandis qu'à l'opéra comique, on devine tout. On voit le visage. Alors, à moi, c'est deux choses qui sont différentes et qui ne devraient pas bouger. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Madeleine Mathieu. On aura l'occasion, de toute façon, au cours de cette émission, de vous retrouver à de multiples reprises. Je précise à nos téléspectateurs que Madeleine Mathieu est née en 1891. Elle est donc toute une histoire de l'opéra et c'est un véritable honneur que vous nous avez fait en étant là aujourd'hui. Alors, je vous propose maintenant de retrouver Marcel Binlé. Marcel Binlé dans un document tout à fait émouvant. C'est le grand air de Kundry dans Parsifal. Marcel Binlé, quelques images de vous. Oui. Voilà. Voilà, Marcel Binlé, c'était un court extrait. J'ai vu des filles. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, je regardais dans la projection, il y avait non seulement Kundry, mais il y avait les filles, enfin les Blumenmädchen, les filles fleurs de Parsifal, n'est-ce pas? Et j'en étais. Il y en avait six solistes, enfin, plus la chorale. C'est une des très jolies scènes du deuxième acte de Parsifal. Et puis alors, il y avait aussi le groupe des Valkyries, du troisième acte de la Valkyrie, alors, de Bayreuth. Ça a été fait à Bayreuth. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'héroïnes wagnériennes parmi les cantatrices françaises? Mais non, il y en a eu quelques-unes, mais bien avant moi d'ailleurs. Il y avait Grand Jean
autrefois, que je n'ai pas connu, n'est-ce pas, qui a chanté, je ne sais pas quoi, enfin, qui a chanté à Bayreuth, naturellement, donc du Wagner. Et puis alors, après, je pense que c'est moi qui... Ah non, Lubin. Germaine Lubin a dû chanter un peu avant moi, là. Et puis alors après, c'était moi. Et puis alors maintenant, après, il y a eu pas mal de Françaises, notamment Crespin a chanté. Et puis, comment? Rita Gore. Ah ben oui, Rita Gore, elle est belge, mais enfin c'est pareil. Oui, oui, alors évidemment, elles ont appris l'allemand, comme moi j'ai fait aussi. Et puis maintenant, ça devient international, en somme. Tout le monde veut chanter les œuvres dans les paroles originales, et c'est d'ailleurs beaucoup plus beau. Henri Gorayeb, quel était l'apport de Marcel Binlé à l'univers de Wagner? Entier, et on peut la considérer comme une wagnérienne. On a même vu une photo avec Richard Strauss qu'elle ne nous a pas commenté. Cette photo, c'est intéressant. Ah ben ça, c'était après, alors oui. Enfin. Alors oui. Elle a chanté tout le répertoire wagnérien. Elle le chantait en France, je vous le dis devant elle, elle chantait avec les plus grands artistes, Oui. Lohengrin avec Georges Jutti, enfin, les choses les plus extraordinaires. C'était l'authentique wagnérienne qui aurait pu, si elle n'avait pas autant d'engagement dans son propre pays, qui aurait pu faire toutes les saisons allemandes. J'ai failli le faire. Seulement, ça s'est trouvé juste au moment de la guerre en 1939. Est-ce que les grandes wagnériennes allemandes comme Kirsten Flagstad avaient à votre égard des relations d'envie ou de jalousie? Oh non, ça je ne crois pas. Non. Oh non. Oh ben, Flagstad, c'était magnifique. C'était une voix immense, n'est-ce pas? Et puis très belle et très... Enfin, très faite pour ça aussi, n'est-ce pas, évidemment. Et elle ne disait pas, cette Française qui vient jouer des rôles wagnériens? En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Non, elle a eu une carrière très tardive, Flagstad. Oui. Presque à 40 ans. Ensuite, elle était nordique, je crois, c'est norvégienne. Oui. Elle venait chanter... parfois, Bayreuth ne l'a pas beaucoup chanté, puisque après, elle était aux États-Unis, puis il y a eu la guerre, puis durant la guerre, Christophe Flagstad est rentré chez elle et... Alors, Marcel Binlé, vous avez notamment suscité, j'ai eu l'occasion de le voir sur une lettre même, vous avez notamment suscité une très grande admiration de la part de Toscanini. Comment s'est passée votre rencontre avec Toscanini? Tout simplement par une audition à Bayreuth même, n'est-ce pas? Alors, tout de suite, il m'a demandé... C'est-à-dire, il y avait un concours de circonstances. Il avait engagé, enfin, ou on avait engagé, je ne sais pas si c'est lui, une Kundry qui ne lui a pas plu. Je ne dirai pas son nom, d'ailleurs, je la connaissais à peine. Il l'appelait Asina, ça veut dire une âne, S, un ânesse. Oui. Et il l'a résilié. Alors, il se trouvait un peu dépourvu. Je n'ai chanté qu'une fois le rôle de Kundry, parce qu'alors après, il y a eu une Allemande qui a pris Et alors, quand on était en face de Toscanini, quand on était une jeune cantatrice arrivant en face de Toscanini, ça devait être très très impressionnant, non? C'était très impressionnant. Seulement, il vous mettait en confiance. Alors, il était excellent pianiste, il répétait, on allait répéter avec lui-même au piano, n'est-ce pas? Et puis, c'était... Non, vraiment, c'était pas du tout... on n'avait pas le trac. Et vous avez eu la chance aussi d'être dirigé par Richard Strauss. Ah, ça, c'était... oui, c'était une des représentations Parsifal aussi, oui. Oui, c'est vrai. Et puis alors, après, j'ai chanté Electra. Alors, à Strasbourg, j'étais à ce moment-là au théâtre de Strasbourg, engagé, à la saison. Pour la saison. Alors j'ai chanté, mais alors en français d'abord, n'est-ce pas? J'ai chanté Electra, n'est-ce pas? On venait de le créer à l'opéra avec Lubin, et tout de suite le théâtre de l'opéra de Strasbourg l'a mis tout de suite à son répertoire. Et j'étais là, moi j'étais engagée, n'est-ce pas? Alors j'ai chanté Electra en français. Mais plus tard, pas mal plus tard, je commençais déjà à être pas très jeune, j'ai appris le rôle en allemand et je l'ai chanté à Saarbrück. Le rôle d'Electra. En allemand. En allemand, alors oui. Et vous avez aussi chanté beaucoup à l'étranger, notamment au Théâtre Colonne à Buenos Aires. À Buenos Aires, oui, c'est ça. Mais ça, c'était presque mes débuts, d'ailleurs, n'est-ce pas? Ça devait être dans les années
27, je crois, 1927. Et j'ai chanté le rôle d'Ariane, effectivement. Oh, ça, c'est un très beau rôle, que j'ai eu la chance de travailler avec l'auteur, Paul Dukas. Alors évidemment, je savais bien ce qu'il voulait. Henri Gorayeb, c'est très impressionnant ces carrières internationales. Oui. Les cantatrices françaises étaient particulièrement réputées à l'étranger. Oh, Elles étaient, oui. elles étaient au plus haut niveau. J'ai déjà présenté ma 401e loge il y a plus de 2 mois. Donc j'ai déjà réalisé plus de 400 émissions dont la plupart sont consacrées aux artistes français. Les artistes français étaient parmi les plus beaux du monde et le sont encore. Mais ils chantaient beaucoup en français, tout le répertoire, ce qui était un handicap. Ensuite, il y avait une troupe à l'opéra et les gens qui faisaient partie de la troupe ne recevaient pas la permission très facilement pour aller chanter à l'étranger parce qu'on avait besoin d'eux. Oui. Et puis quelqu'un comme Pernet qui chantait tout le temps Boris en français, on le voyait difficilement le chanter en russe ailleurs parce qu'il ne le faisait jamais. Et puis on ne sentait pas qu'on était obligé de chanter dans la langue originale. Alors aujourd'hui, c'est fini. C'est une chose impossible à concevoir. Marcel Binlé, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir peut-être encore assez chanté à l'étranger? Est-ce que vous auriez préféré? Oh, c'est-à-dire que quand on aime son art, évidemment, c'est toujours triste de vieillir et d'être obligé de l'abandonner, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors je vous propose, Marcel Binlé, de regarder maintenant un petit document sur notre bienfaiteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur Henri Gorayeb. Oui. Henri Gorayeb est aussi un grand concertiste et nous avons presque par surprise, parce qu'il n'avait pas très envie qu'on le montre, mais nous on avait très envie, on a donc un petit document sur Henri Gorayeb jouant un concerto pour piano de Schumann. Henri Gorayeb. Oh. Oui, Henri Gorayeb, j'essaye de faire comme vous. Vous montrez des voix, vous leur donnez même une image, tellement vous en parlez bien. Alors moi, modestement, j'essaye de vous montrer jouant. Mais évidemment, je n'arrive pas à la cheville du maître. Je dois dire que je joue ici avec Louis de Froment, un immense chef français extraordinaire, et l'Orchestre de Luxembourg, qu'il a dirigé pendant 25 ans, et je pense que tous les artistes ici l'ont bien connu. Géori Boué a beaucoup chanté avec lui, c'est un très grand chef. Je reviens au mot bienfaiteur, c'est vous le bienfaiteur, alors, c'est pas moi. Non, maintenant, alors la bienfaitrice, maintenant, c'est Hélène Dozia. Alors je vous propose de retrouver tout de suite Hélène Dozia dans L'air du miroir de Thaïs, de Massenet, et puis dans un extrait d'Hérodiade. Dis-le-moi, dis-le-moi.
Merci Hélène Dozia pour ce magnifique moment que vous venez de nous offrir. J'ai pas l'impression que c'était Henri Gorayeb qui vous accompagnait. Mais alors Hélène Dozia, la salle Favart, ça a été très important pour vous. Je crois que l'opéra comique a été très important pour vous. Quand j'ai été au conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir mes 3 premiers prix la même année, de chant, opéra comique, ce qui était assez rare. Et il s'est trouvé donc le directeur de l'opéra et de l'opéra comique dans le jury. Et comme c'était l'usage, nous pouvions choisir. Comme nous avions un premier prix, nous pouvions choisir d'aller soit à l'opéra, soit à l'opéra comique. Monsieur Guezy, qui était alors directeur de l'opéra comique, m'avait fait une proposition merveilleuse en me proposant les tout premiers rôles tout de suite d'emblée. Et comme ça, j'ai pu débuter 3 mois après mes prix dans La Tosca, qui n'est certes pas un rôle de débutante, c'est un rôle de cantatrice chevronnée. Et ma foi, il paraît que je m'en suis très très bien sortie. Oui. Et ça a été mon rôle fétiche, puisque je l'ai chanté par la suite dans divers théâtres de l'étranger, notamment Metropolitan Opera de New York. Alors, il paraît que le succès était tel qu'il y avait la queue tout autour de l'opéra comique pendant que vous y chantiez. Probablement que c'est vrai, et j'en remercie le public du reste. Mais j'avais aussi un ténor remarquable qui n'a plus chanté depuis la guerre. Il est parti pendant la guerre. Et on ne l'a plus jamais revu à Paris, c'est Giuseppe Lugo. Lugo, c'est ça. C'était une voix remarquable et un très grand artiste. Et j'ai eu beaucoup de chance de débuter avec lui, vraiment. Jean Gouret, comment pourrait-on caractériser l'apport de Hélène Dozia à l'histoire de l'opéra? Il semble que cet apport soit considérable. Est-ce que vous pourriez nous définir la voix, ce qui a été particulier à Hélène Dozia? Hélène Dozia avait tout d'abord un physique que vous avez vu. Elle a toujours d'une élégance et qui lui magnifique. Permettait justement d'incarner ses rôles de jeune première dans toute leur féminité. Elle avait donc beaucoup de prestance et d'allure, un timbre de voix de soprano lyrique, dirons-nous, oui, très clair, avec un aigu extrêmement facile, beaucoup de souplesse vocale, ce qui lui permettait de filer des notes, et elle interprétait très bien. Elle était une grande interprète en même temps qu'une grande cantatrice. Et alors ce qui est très frappant, c'est que vous avez beaucoup aimé aussi les rôles modernes. Il y a notamment cette photo d'Amphitryon. Et qu'il n'y a pas du tout cette rupture entre un répertoire classique et un répertoire d'avant-garde chez vous. Oh, pas du tout. D'ailleurs, j'ai chanté énormément de rôles classiques. Après La Tosca, ça a été La Bohème, puis ça a été Mélisande, et puis Les Contes d'Hoffmann. Et puis après, j'ai passé à l'opéra, où j'ai chanté Thaïs, Faust. Et alors, justement, la création qui a été faite de La Chartreuse de Parme, le rôle de Gina. Et il paraît que vous étiez une Mélisande si émouvante que Marie Gardenne, qui avait créé le rôle, vous a confié les bijoux qu'elle avait pour le rôle. Oui, elle était une merveilleuse personne et pleine de cœur. C'était une très très grande artiste. Elle m'a fait l'honneur de m'aimer beaucoup et d'admirer ma voix. Et c'était vraiment, j'étais très très encouragée par elle. Et alors vous avez fait aux États-Unis une carrière extraordinairement brillante, puisque vous avez chanté pour les saisons françaises à Chicago, oui, et que vous avez chanté au Met en 1947. Oui. Alors à Chicago, nous avons chanté avec André Burdino, qui a été mon mari pendant 7 ans. Nous avons chanté tout le répertoire français qu'on a monté pour nous. J'ai débuté dans Manon avec lui. Et puis après, il y avait d'autres ténors aussi, dont Jean Képoura, avec qui j'ai beaucoup chanté. Alors après, j'ai chanté Roméo et Juliette, Faust, Manon, comme je vous ai dit. Mais beaucoup de répertoire français. C'était un peu pour nous. Que le directeur, qui était M. Longone, avait monté cette saison. Et nous sommes allés 3 années de suite. Et malheureusement, la dernière année a été l'année de la guerre.
Alors il y a eu, ensuite vous êtes retourné aux États-Unis, vous avez chanté après la guerre aux États-Unis. Oui. Les Américains étaient fous de vous, parce que j'ai vu tout un ensemble de jugements, enfin, qui sont Merci. des rêves de carrière. Hein. Et alors il y avait une autre cantatrice française que vous avez connue, qui avait beaucoup de succès en Amérique à l'époque, qui était Lily Pons. Oh oui. Lily Pons était une institution. Lily Pons était adorée des Américains. Du reste, elle a fait une carrière américaine. Et elle avait, vous savez qu'on en a donné à une ville son nom, Lily Pons Town. Et dans ce amalgame de millions de voitures qu'il y avait à New York, on voyait une belle voiture immatriculée Pons 13. C'était pour elle. Et on dit même que Roosevelt disait, mis comme ça, peut-être en plaisantant un peu, mais il y avait un fond de vérité, Lafayette et Lily Pons, deux raisons pour que nous aimons la France. Et je pense que Roosevelt aimait aussi beaucoup Hélène Dosia, parce que il y a eu ensuite ce film que vous avez fait en Amérique, dont on a eu la chance de voir un extrait. Et ce qui, moi, me touche aussi beaucoup dans votre carrière, c'est que vous vous êtes arrêtée en pleine gloire, à 40 ans, toute jeune. Oui, pourquoi? Oui, je me suis arrêtée parce que je me suis mariée. Voilà. Et que mon mari ne voulait pas que je continue ma carrière. Et que j'ai pensé que finalement, j'avais fait déjà pas mal de choses intéressantes. Et qu'il fallait mieux que j'ai un fils, dont je suis très fière aujourd'hui. Et vous voyez que tout se passe très très bien et qu'on peut terminer sa carrière. J'avais toujours peur de terminer ma carrière seule, enfin de ne pas avoir fondé une famille. Je voulais ça. Beaucoup. Vous n'avez aucun regret? Du tout, aucun regret. Parce que je pense qu'il vaut mieux partir en beauté plutôt que comme certaines autres personnes, vouloir continuer à tout prix. L'énorme avantage de partir en beauté, c'est qu'on revient en beauté, parce que quand on vous voit aujourd'hui, vraiment, c'est formidable. Je vous remercie, vous êtes très, très indulgent. Je vous propose de regarder maintenant, de retrouver maintenant Géorie Bouët, et puis avec, évidemment, Mireille de Gounod. Alors Géorie, vous avez la réputation notamment d'avoir ce qu'on appelle l'oreille absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, Là, je vous ennuie là. Hein, non, non, pas du tout. Non, c'est que l'entend, là c'est un là mais juste, on ne se trompe pas. Donc il y en a qui entendent un demi-ton dessus, un demi-ton en dessous, mais n'est-ce pas Henri? Mais là, oui, et j'ai eu beaucoup de chance. Jean Gouret, vous avez consacré dans votre livre une notule extrêmement flatteuse pour Géorie Bouët. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que Géorie Bouët représente pour vous et dans l'histoire de l'opéra? Géorie Bouët représente pour une génération, celle à laquelle j'appartiens en particulier, et d'autres encore, la plus grande diva française de son temps. C'est une femme qui a incarné Mireille, qui a incarné Marguerite comme personne ne l'a fait. Cela tenait à son charme physique, à son rayonnement personnel, et cela tenait à une voix absolument étonnante, à la fois par sa qualité et par sa puissance. Vous savez qu'une voix de chanteur se mesure en décibels,
Et les voix à grande puissance sont 130 décibels. 130 décibels, c'est le bruit d'un réacteur de Caravelle. Jory Boué avait une puissance absolument fracassante qui mettait les spectateurs en transe lors des représentations. Mais le fait que Jory Boué ait eu la voix qui est la puissance d'une caravelle, c'est à peu près normal puisqu'elle est née à Toulouse, qui est la ville de l'aéronautique, non? Oui, bien sûr. Alors, mais Toulouse, c'est important. C'est très important, oui. Il y a beaucoup de chanteurs, je ne sais pas de quoi ça tient. Il y a la tradition du Capitole aussi. Il y a la tradition du Capitole, le public, qui est tout de même assez difficile. Le public est difficile. Très difficile. Quand on fait ses débuts à Toulouse, quand on faisait ses débuts, moi je fais mes débuts au Capitole de Toulouse à 16 ans, c'était très dur. Alors, on vient de voir quelques images qui étaient tout à fait charmantes, et notamment des images de l'Aiglon. Oui. L'Aiglon, je l'ai beaucoup chanté. J'ai eu la chance aussi et l'honneur de le chanter, de faire la création en Italie, en italien, avec les Italiens. En italien? Oui, qui a été traduit. Les vers de Rostand étaient traduits en italien. Et puis, nous avons vu aussi des images de la Malibran de Sacha Guitry, le film. Le film, oui. Quand je suis arrivée à Paris, oui, tout de suite, lors d'une représentation de Thaïs, il était dans la salle et il est arrivé, il m'a dit, voilà, voulez-vous être ma Malibran? Et alors, il ne voulait pas qu'il y ait de playback. Vous avez chanté en direct. Ça a été très dur, oui, parce que il me fallait jouer, évidemment, sans faire de grimaces. J'ai eu une scène, notamment où je chante et je m'accompagne moi-même de l'harpe avec un quatuor en coulisses. Et ça, c'était assez dur, parce qu'il me dit, attention, les grimaces, il faut chanter, il faut faire ça. Il ne voulait pas, parce que le playback, ça lui semblait très froid. Il préfère que ce soit... C'était peut-être moins bien, mais c'était plus spontané. Alors, Jory, vous avez notamment été une Mireille exemplaire à Orange en 1941, et ça a été un coup de foudre avec le public qui ensuite a toujours demeuré. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'impression que vous avez eue à l'issue de cette représentation? Ah ben c'est tout. J'ai surtout eu la grande chance d'être dirigée par Reynaldo Hahn, car c'est lui, enfin, c'était extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance. À ce moment-là, j'ai débuté avec Reynaldo Hahn. J'ai été accompagnée, je fais des récitals avec Alfred Cortot. Après, j'ai vu Arthur Honegger. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tous ces grands musiciens. Reynaldo Hahn, ah oui. Je voudrais qu'on insiste un peu sur Reynaldo Hahn, parce que c'est un personnage tout à fait intéressant, qui en plus nous ramène à l'univers de Proust. Oui. Reynaldo Hahn et vous avez eu une relation particulièrement forte. Ah, très forte, bien sûr, parce qu'il était directeur à Cannes, et là, j'ai tout chanté sous sa direction. Et c'était un merveilleux chef, puisque... Il allait diriger à Salzbourg tous les Mozart. C'était un merveilleux chef. Et sous sa direction, je sais pas ce que je chantais, tout, de Faust, tout ce qu'on pouvait chanter à ce moment-là. Et alors, il y a quelqu'un d'autre aussi qui était un de vos grands admirateurs, c'était Utrillo. Ah oui, parce que j'ai fait le cinquantenaire de la création de Louise. Alors là, j'ai eu Utrillo et j'ai eu la chance de voir Gustave Charpentier, qui est mort 2 ans après, même pas, je crois, l'année après. Et là, j'ai eu Charpentier et Utrillo. Alors, vous aussi, vous donnez des cours qui sont très suivis et très recherchés. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre le plus aux jeunes qui viennent vous voir? Eh bien, écoutez, maintenant, je me suis lancée, enfin, je dois dire, à Saint-Germain, dans un centre pluridisciplinaire où on va apprendre le chant, la danse et l'art dramatique. Et je crois que c'est nécessaire maintenant pour les chanteurs. Et je crois que c'est ça qui est très important maintenant, les chanteurs qui ont un petit peu une vue un peu plus vaste. De toute façon, vous avez toujours eu une approche pluridisciplinaire. Oui. Vous avez notamment beaucoup aimé l'opérette. L'opérette, oui, enfin, je ne sais pas spécialement, mais enfin, ça m'a fait travailler l'opérette, ça m'a fait travailler la danse, l'opérette. Et puis, l'opérette, c'est assez complet quand même, il faut jouer la comédie, il faut parler. Oui, vous êtes... Et bien, enfin, j'ai eu la chance aussi de jouer le Mozart de Sacha Guitry. J'ai fait une tournée avec Maurice Escande. Alors là, j'ai eu la chance de jouer avec les comédiens français. Alors, on a beaucoup parlé des partenaires depuis le début de cette émission. Alors, moi, je voulais vous en proposer un.
c'est-à-dire un jeune ténor de grand talent qui va se produire pour nous. Il a chanté notamment Didon et Aîné aux côtés de Jessie Norman et la flûte enchantée sous la direction de Daniel Barenboim. Et il est invité cette année à l'Opéra de Bâle pour 4 productions. Alors, il va chanter pour nous et cette fois-ci, Henri Gorayeb, qui n'a pas pu accompagner Hélène Dozia dans le document que nous avons vu tout à l'heure, Henri Gorayeb prend sa revanche et c'est lui qui l'accompagne. Il accompagne donc Christian Papis dans un des airs de la Traviata de Verdi. À vous. Violetta, oggi per me lasciò dovizie e amori e le pompose feste, o vai omaggi a vezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. E dor contenta in questi anni di luoghi tutto scorda per me. Qui presso a lei a rinascer mi sento e dal soffio d'amori generato scordo le gaudi suoi. Bollenti spiriti, il giovanile ardore e la temprò col placido sorriso dell'amor, tali che disse vivere io voglio a te fedele, l'universo in memore, io vivo quasi in ciel, dal di che disse vivere, io voglio a te fedele. Dell'universo in memore io vivo quasi in ciel, ne vivo in ciel. Dell'universo in memore io vivo quasi in cielo, ah sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Bravo. Merci Christian Papis. Henri Gorayeb, venez nous retrouver avant que je ne dise des bêtises. Vous me protégez, vous êtes mon filet de sécurité. Alors Madeleine Mathieu, est-ce que vous auriez engagé Christian Papis comme partenaire si vous l'aviez rencontré en 1913
Quelle était la qualité principale dont vous aviez besoin chez un partenaire? Oh, ben, je crois bien. Vous savez, c'était mon mari qui s'occupait de ça, mais pas moi. C'était pas vous? Ah non, c'est jamais moi qui engageais les gens. Quel était le partenaire que vous avez préféré dans votre carrière? Oh, ils sont morts tous, ces pauvres. Hein? Edmond Clément. Edmond Clément. Ah, j'ai chanté avec Clément. Ça a été la plus belle... Ah, ça j'oubliais. C'était à Bordeaux. C'était Carmen que je chantais avec lui. Et vous savez, dans les coulisses, les services de pompiers et tout ça n'ont pas arrêté de l'oreille couler derrière les choses. Jamais j'ai vu... Mais c'était un ténor extraordinaire, celui que je vous dis là. Mais alors le succès, ça a été la plus grande émotion que j'ai eue. À Bordeaux, j'y suis allée pas mal de fois parce que c'était pas pareil, je peux voir, puis je leur plaisais. Alors évidemment, quand on plaît, j'étais jeune, j'avais 20 ans, c'est pas comme maintenant. À 87 ans, ça fait quelque chose. Moi, 97, 91. quand on plaît, on revient. Donc j'espère que vous allez revenir pour les 98, Madeleine Mathieu. Il rougira s'il sait qu'il doit la vie à la fille des parias. Mais lui, l'endormant dans un rêve, jusque dans le ciel il l'enlève en lui disant sa place est là, c'était Vishnu, fils de Brahma. Depuis ce rêve, au fond des bois, le voyageur entend parfois le bruit léger de la baguette, où tinte la clochette, où tinte la clochette des charmants. De Robin en 58, je voyais notre ami Henri Leguet, vous avez l'air absolument très ému et on est tous très émus. Alors ça c'était 14 ans après le fameux concert de l'ABC où tout d'un coup, alors tout le monde l'a reconnu et elle a commencé une ascension extrêmement rapide à partir de ce moment-là, Jean Gouret. Elle a d'ailleurs conquis, pour la deuxième audition, le jour de l'ABC, elle a conquis Jacques Rouchet, le même qu'il avait refusé quelques années avant et qui a été absolument ébloui par cet aigu étonnant, parce que, bon, on a raison de dire que Mado Robin, son talent, ne se résume pas aux contre-notes, mais ça en faisait partie d'une manière considérable, car il faut quand même situer aussi le sujet. Mado Robin est la seule à avoir atteint, dans la période du XXe siècle, des aigus pareils. La seule comparaison que l'on puisse faire a été Ernazak, soprano autrichien, qui montait au contre si bémol en donnant des notes à peine effleurées. Elle installait ces notes, les tenait, les épanouissait. Alors Jacques Rouchet a entendu ça, il a été absolument emballé et il l'a engagé aussi bien à l'opéra, au Palais Garnier qu'à l'Opéra Comique. Et dans un document comme cela, ce qui est aussi très frappant en dehors de ce phénomène vocal, c'est le plaisir de chanter, le bonheur de chanter. Hein. Il y a une sorte de joie et de facilité qui est incroyable. Alors, Maître René Bianco, vous l'avez bien connue, vous avez chanté avec elle. Comment s'est passée votre première rencontre? Moi, c'était à l'Opéra Comique, d'abord. J'ai chanté avec elle l'Acmé. J'ai eu cette chance.
Et puis alors après, nous sommes allés tous les deux à l'opéra. Alors là, j'ai chanté avec elle Lucie de la Mermour. Alors quand vous avez chanté pour la première fois avec elle, on vous avait parlé d'elle, vous connaissiez sa réputation ou... On la connaissait de réputation. Bien avant de chanter avec elle, je connaissais Mado Robin de réputation. Elle était précédée comme ça d'un aura de diva ou de, enfin de... Vous savez, elle était peut-être à peu près la seule à être citée comme ça par tout le monde. C'est ça. Et immédiatement après 1944, elle est devenue une des plus grandes étoiles. Alors, j'ai lu quelque part qu'elle faisait trembler Lily Pons, Jean Gouret. Est-ce que c'est vrai que Lily Pons avait peur d'elle? Ça, je ne peux pas le garantir, mais je peux vous dire qu'elle avait ce que Mario Podesta aimait appeler la divine facilité. Sacha Guitry, qu'il avait auditionné pour envisager de l'intégrer à son film La Malibran, avait été lui aussi absolument subjugué. Et il lui avait dit, votre voix est comme la grotte de Lourdes, votre gorge est comme la grotte de Lourdes, ici produit des miracles. C'est extraordinaire, c'est une belle phrase. Alors Henri Gorayeb, si on devait définir le répertoire, quel était le répertoire de Mado Robin? C'est une personne que j'ai entendu chanter parce que, contrairement à ce que je fais dans mes émissions, souvent je n'ai même pas eu la chance de les connaître, mais j'ai entendu Mado Robin chanter. En culotte courte à l'époque. Non, pas tout à fait. C'était un peu allongé. C'était un peu allongé, oui. Mais le répertoire de Mado Robin est celui qui convenait à sa voix, à sa sensibilité, parce que si elle chantait Gilda dans Rigoletto, elle était une Gilda très touchante. Elle chantait La Reine de la Nuit dans la flûte enchantée de Mozart, en donnant tout le caractère qu'il fallait. Voyez-vous, on a beaucoup critiqué aujourd'hui ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne l'ont pas vue dans des documents comme celui d'aujourd'hui. On disait que Mado Robin n'était pas la personne qui faisait des grands gestes, qui était la grande actrice. Vous savez, on dirait que l'opéra n'existait pas autrefois, que les gens ne savaient pas jouer. Et vous voyez, que voulez-vous faire de plus? On chante, pendant qu'ils chantent, ils n'ont pas le temps. Les maîtres qui sont là vous diront que l'oxygène monte un peu au cerveau. On n'a pas le temps de penser à beaucoup de choses quand la voix est forte et puissante. Et puis là on sent aussi une sorte de... Je disais tout à l'heure le bonheur. On sent qu'il y a une capacité de bonheur incroyable quand même chez elle. Hein. Incontestablement, cette technique énorme qu'elle a, elle pouvait tout faire dans le chant. Peut-être elle avait peur dedans, mais quand on la voyait chanter, rien ne lui était difficile. Rien. Le souffle qu'elle avait, les longues phrases qu'elle faisait ne se terminaient plus tellement elles étaient longues. Les aigus venaient, elle ne tremblait pas, et comme Jean Gouret vous a dit, ils étaient puissants. C'était vraiment quelqu'un à qui le bon Dieu a donné beaucoup de dons, mais qui a su s'en servir d'une façon exceptionnelle. Alors, tandis que nous allons voir quelques images du petit musée que l'on doit notamment à Madame Paillet dans la commune où elle est née, dans la Creuse, je voudrais qu'on aborde un petit peu ses relations avec les chefs d'orchestre. Je crois qu'elle a fait le premier enregistrement de l'Acmé avec Richard Blareau, Henri Gorayeb. Vous l'avez entendu, cet enregistrement? J'ai entendu beaucoup d'enregistrements de Mado Robin, même j'avais reconstitué les premiers disques de Mado Robin, ceux avec Georges Briez, qui datent, je crois, de 42 et 43. Il y a une unité dans les enregistrements de Mado Robin jusqu'au bout, qui sont étonnants. Et Denise, qui est là, vous dira que Mado Robin chantait le matin de sa mort encore. Elle chantait hein, tu m'as donné le plus doux rêve, n'est-ce pas? Alors ça, on aura l'occasion d'en parler quand on évoquera cette fin incroyablement... Ah oui, c'était une fin incroyable. Maître Dins. Je l'ai beaucoup chanté avec elle. J'ai beaucoup chanté avec Mado parce qu'on oublie une chose, c'est que Mado avait une activité extraordinaire en province. Or, j'ai chanté avec elle en province peut-être plus de 80 barbiers de Séville. Si je peux me permettre l'expression, c'était une vraie bête de travail, hein. C'était incroyable. Oui. Et même, nous faisons les voyages ensemble, puisqu'on se rencontrait très souvent, puisque comme j'étais le Figaro de l'époque, si je peux dire, oui. Eh bien, je l'amenais en voiture quelquefois, quand j'avais ma voiture, mais autrement, dans le train, elle arrivait à dormir debout. Elle dormait debout. Elle dormait debout. Elle dormait debout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai été témoin de ça, puisque j'étais dans le même compartiment. À cette époque-là, il n'y avait pas de place parce que les trains étaient combles. Eh bien, elle arrivait à dormir debout et puis elle récupérait. Et moi, j'ai chanté avec elle quantité d'autres ouvrages. On oublie Hamlet où elle était dans l'air de la folie, était extraordinaire. On en verra d'ailleurs un extrait tout à l'heure. Alors, tout ce que vous dites
tout ce que vous dites concorde finalement. Madame Payet, puis alors là c'est très joli, on voit tous ces souvenirs que vous avez notamment rassemblés. C'était une histoire de passion, hein, sa relation avec la musique et avec le chant. Absolument. Elle était capable de faire n'importe quoi. Ah oui, alors je crois que bon, elle avait des ennuis comme tout le monde, mais elle avait le trac aussi, parce que je pense que c'est le fait des grands artistes d'avoir. Elle avait toujours le trac, vous êtes bien d'accord, hein? Elle avait toujours le trac, Mado, hein, toujours. Elle était très très sensible. Mais quand elle arrivait en scène, elle commençait à chanter, et là je suis sûre alors qu'il n'y avait plus rien qui existait. Il n'y avait vraiment plus que ça. Enfin, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, vous qui l'avez connue. Sa joie était de chanter, je crois. Voilà, c'était vraiment une joie pour elle vivait. de chanter. Non pas le succès l'intéressait, mais pour elle personnellement, je suis persuadé qu'elle vivait dans un rêve. Ça, j'en suis sûre, oui. Et puis alors, deuxièmement, il ne faut pas l'oublier, c'était une femme extraordinaire de gentillesse, de prévenance. Un camarade était malade, elle arrivait à le soigner. Du moins, tu peux le dire, hein, c'est arrivé. Oui. Toi. Oui, Maître Bianco, il paraît qu'elle intervenait quelquefois pour des jeunes cantatrices qui étaient en difficulté avec la direction de l'opéra, ou qu'elle faisait des choses comme ça, qui sont quand même très rares. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, en ce qui me concerne, une fois nous nous trouvions en Belgique, à Charleroi, et nous donnions les pêcheurs de perles. Et alors, dans ce théâtre, il y avait beaucoup de... c'est un théâtre à courant d'air, vous savez. Alors, j'ai eu un enrouement, comme il se doit. Oui. Alors, le matin, je lui téléphone, je lui dis, tu sais, Mado, je ne pourrais pas chanter ce soir avec toi, tu vois, écoute. Elle me dit, ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Elle avait dans sa valise comment dirait, des piqûres de calyptine, je crois. Oui, oui. Et alors elle s'est transformée en infirmière. Elle m'a fait une ou deux piqûres et le soir j'ai pu chanter. Ah oui, il y avait une force comme mais ça. C'était toujours comme ça. Force de conviction incroyable. Je voudrais qu'on revienne juste un petit peu à la question de tout à l'heure, Jean Gouret. Est-ce qu'elle avait un compagnonnage particulier avec certains chefs d'orchestre? Oui, elle a fait des tournées très importantes, très applaudies avec Roberto Benzi. Elle a fait le Tour de France, le duo, si je peux dire, Mado Robin et Roberto Benzi a fait le Tour de France en jouant notamment le Barbier de Séville. D'ailleurs, Michel Dance y a participé beaucoup aussi. Et là, il y a eu des tournées sensationnelles. Des espèces de tournées comme ça, sportives en même temps, hein, Michel Dance? Je me souviens, à l'Opéra de Marseille, c'était Roberto Benzi qui dirigeait, évidemment, il était tout jeune. Et dès qu'on a annoncé Mado Robin, non seulement la salle était comble, même sur les marches du théâtre, les gens étaient là. Et ça a été pour Mado un triomphe, comme dans tous les ouvrages où elle participait. Elle a toujours eu des ovations extraordinaires par cette pureté de voix. C'est du cristal, mais du cristal de Bohème. C'était tellement merveilleux comme limpidité qu'on était obligé de se mettre à genoux. Et en même temps, les gens connaissaient ses qualités humaines, ce qui fait que les gens n'étaient pas intimidés. Oui. C'était plus facile. Du reste, elle a réussi cette chance, c'est que non seulement les clients, enfin je veux dire, les gens au théâtre l'aimaient beaucoup, mais tous les artistes avec qui elle a chanté l'aimaient comme si c'était une sœur. Alors, ce souvenir de Mado Robin que vous évoquez avec tellement d'émotion, eh bien, il existe encore dans le village d'Yzeure-sur-Creuse. Nous y sommes allés, nous avons rencontré le maire. Regardez. Monsieur le maire d'Yzeure-sur-Creuse, la ville natale de Mado Robin, nous sommes chez vous parce que nous voulons vous rendre hommage dans cette ville. C'est extraordinaire ce que vous avez pour Mado Robin. Aujourd'hui, vous êtes maire, mais à l'époque, vous étiez aussi dans le conseil municipal. Oui, j'étais aussi dans le conseil municipal. Lorsque vous avez décidé de faire toutes ces choses pour Mado Robin, en fait, la loge, c'est vous qui avez décidé de la faire? Oui, avec la famille, quand même. Hein? Nous, on a fait le gros œuvre et la famille a fait le reste, l'aménagement. Oui, c'est évident. Madame Payet. Vous aviez besoin d'être aidé. Oui, parce que nous, on aurait pensé aménager la loge comme Madame Payet, comme sa famille. Et vous lui avez aussi consacré la place, oui. À Mado Robin. Oui. Avec un joli buste. Ah ben oui, à l'époque, oui. On avait pensé à Mado. Il existait d'abord le comité Mado Robin à cette époque-là, et puis on a pensé au buste. Et puis après, on a pensé à la loge. On avait de la place. Vous la connaissiez, cette chère Mado? Non, pas moi. Ah, non, parce que je ne suis pas né à Yzeure. Ah. Je suis né à 12 km d'ici, à Boiroux. Ouais.
C'est formidable, Henri Goraïev. Je ne vous connaissais pas ce côté Tintin dans la France profonde. Vous avez vraiment tout fait dans cette émission. Alors, je voudrais qu'on continue encore à évoquer ce personnage à travers ses partenaires. Maître René Bianco, vous avez chanté avec Maria Callas, vous avez chanté avec la Tebaldi. Comment est-ce qu'on pourrait comparer Mado Robin à des grands noms comme ceux-là? Simplement, elle tenait sa place, elle se montrait l'égale de ces personnes que vous citez là. Elle était à ce niveau, hein? À ce niveau-là, c'était pas la même voix, bien entendu, mais le niveau était pareil. Alors il y avait une capacité de travail extraordinaire. Elle se préparait avec beaucoup d'attention. Je crois que pour Lucia della Mermor, par exemple en italien, elle a préparé pendant très longtemps. Est-ce que vous avez eu des exemples de cette préparation, de ce travail? Ben non, moi quand j'ai chanté avec elle, c'était déjà prêt. Elle arrivait comme ça. C'était déjà arrivé. Mais effectivement, elle a dû travailler. Comme nous avons tous fait quand on a dû chanter dans une langue étrangère. Jean Gouret, comment ça s'est passé, l'histoire de Lucia della Mermor notamment? Elle a appris d'ailleurs à chanter l'italien bien avant les chanteurs de sa génération. Vous savez que finalement on chante dans la langue originale depuis relativement peu de temps, et elle a été tout à fait un précurseur, car dans les tournées qu'elle faisait, dans les récitals qu'elle donnait, elle chantait en italien. Elle a attendu, hein. Elle s'est préparée, et tout le monde lui disait, mais alors quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous commencez? Elle dit non, je ne suis pas prête. Et puis après un an, elle a fait une création absolument fantastique de Lucia della Mermor en italien. Hein. Absolument. Est-ce qu'elle avait changé, Henri Leguet, entre 1942 et 1952, quand vous l'avez retrouvée? Elle était devenue une énorme gloire. C'est très délicat ce que vous demandez, parce que elle était tellement dans mon cœur que quand je l'ai retrouvée, donc la première fois, quand on a fait notre premier Lacmé, on avait tellement de souvenirs. Quand je vois qu'elle venait chez moi, où j'habite dans la côté des Gare du Nord, et quand on chantait Lacmé, elle venait faire sa voix avec moi, et elle était d'une simplicité extraordinaire. Elle me disait, écoute Moriquet, je voudrais te demander, j'aurais fait ma voix, puis tu vas me dire ce que tu entends. Elle était d'une simplicité. Oui, elle attendait le jugement des autres. Oui, elle attendait, et quand je disais, mais Mado, mais quand tu fais ces sons en question, elle dit, mais justement, je voudrais analyser cette chose-là, parce que je me rends compte que je change tous les jours, c'est normal, eh bien, je veux m'adapter et poursuivre cette évolution et tout ça. Et voilà pourquoi nous partions pour chanter Lacmé. On dit on fait notre voix ensemble, mais à chaque fois qu'elle venait pour faire sa voix, ça commençait toujours au piano et elle chantait des variétés. Toujours. Toujours. Ça a été vraiment de nos jours, là maintenant, si on demandait à Mado chante quelque chose, elle chanterait ça, elle chanterait ça sûrement. Elle était amoureuse de ça, et on ne pouvait pas la mettre dans une carrière de, comment dirais-je, quoi qu'il en fait des variétés, mais d'opérette, parce que là, faut bien dire que c'était pas possible de demander à Mado de faire des sons comme ça. René et puis Michel, qu'est-ce qu'elle a chanté comme... Moi, j'ai enregistré avec elle Rêve de valse et Valse de Vienne, où dans l'air de Rézy, elle était extraordinaire parce qu'elle pouvait faire des vocalises que personne ne faisait. Alors je vous propose de l'écouter justement dans la valse de Mireille.
Et la gaieté, ce qui est très frappant, le chic et la gaieté, parce qu'elle était extrêmement chic, hein, Denise Payet. Parlez bien dans le micro. Elle était très chic, elle était très belle aussi. Ah, elle est belle, là, l'image. Oui, elle était très belle. Gaieté, comme ça, incroyable. Bon, alors, j'ai lu aussi qu'elle avait la réputation assez rare d'avoir une diction impeccable. Maître Bianco. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que je vois... On dit qu'elle n'avait pas le trac. On dit qu'elle n'avait pas peur de chanter. Elle a la voix tellement bien placée, je crois que c'est dû à cela. Elle n'avait aucune difficulté vocale. Alors elle arrivait en scène sans parce que vous savez, quand on arrive, quand on se sent un peu fatigué, alors là, véritablement, on est frappé par le trac. Maître oui. Oui, je voudrais simplement dire, est-ce que vous vous souvenez à l'opéra dans l'enlèvement au sérail? Oui, vous savez, nous en parlions parce que j'y étais aussi. On chantait l'enlèvement au sérail, et à un moment donné, il y a une phrase, et Mado doit dire non, plutôt la mort, et elle va en arrière et tout. Hein, et il y avait un pouf par terre, et ma petite Mado tombe à la renverse. Alors forcément le public ne dit rien, ne rit pas, il dit rien. Et Mado, à ce moment-là, pour se remettre sur ses jambes, alors elle est sortie à quatre pattes. Le public l'a applaudi tellement fort, et juste avant de sortir, elle a repris sa phrase qu'elle n'avait pas pu faire ça, pour faire voir, et elle est sortie en chantant. C'est formidable comme histoire. Alors, pendant que notre ami Henri Gorayeb s'apprête à gagner son piano, Henri, parce que le tout n'est pas d'évoquer uniquement Mado Robin en parlant ou en l'écoutant, c'est aussi on va l'évoquer aussi en musique. Je voudrais demander à Michel Danse, est-ce qu'elle était sensible au jugement qu'on portait sur elle? Est-ce qu'elle avait peur des critiques? Oh non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle avait une telle conscience vocale, c'était tellement parfait qu'on ne pouvait pas la critiquer. Et comme je le disais tout à l'heure, elle aimait tellement chanter, c'était tellement sa joie, que je suis persuadé qu'il y a toujours des gens qui peuvent critiquer, mais ça ne la touchait pas. Elle était toujours en dehors. Vous savez, quand on a cette chance d'être au-dessus des humains, si j'ose dire, le reste, ça n'a pas d'importance. Alors, je vous disais, on va l'évoquer en musique. Alors, grâce à Henri Gorayeb, le tout jeune baryton, tout jeune, il a 22 ans, Jean-François Vinciguerra, qui participe depuis 1987 à de nombreux concerts, va chanter pour nous. En juin prochain, il chantera à l'Opéra Comique dans un opéra de Bizet, Don Procopio. Et en juillet, dans Don Carlos de Verdi, au Corrégie d'Orange. C'est pas rien. Il chante pour nous aujourd'hui, en hommage à Mado Robin, l'air de Coppelius des contes d'Offenbach. Je le rappelle qu'il a obtenu qu'il est lauréat du concours international Offenbach de 1988. Alors on l'écoute, et c'est Henri Gorayeb qui est au piano. Doucement, prenons garde. Quelqu'un, qu'est-ce donc que ce monsieur regarde? Notre Olympia parvient. Jeune homme et monsieur, il n'entend rien. Monsieur, je me nomme Coppelius, un ami de monsieur Spallanzani. Voyez ces baromètres, hygromètres, thermomètres, pour rabais mais sans comptant, voyez-vous en serez content. Chacun de ces lorgnons rend noir comme le jet, ou bien comme l'hermine, assombri,
termine. Des yeux vivants, des yeux de flamme, des yeux merveilleux qui vont jusqu'au fond de l'âme et qui même en bien des cas en peuvent préférer à ceux qui n'en ont pas. J'ai des yeux, de vrais yeux vivants, des yeux de flamme. J'ai des yeux, de beaux yeux, oui. Faites voir le cœur d'une femme, s'il est pur ou s'il est infâme, ou bien préfères-tu le voir tout blanc quand il est noir. Oh, si tu verras ce que tu voudras, les messieurs vivants, messieurs de flamme, messieurs qui percent l'âme, prenez Bravo. C'était Jean-François Vinciguerra, accompagné par Henri Goraïeb. Alors on ira vous voir au Corégie d'Orange, ça va être formidable dans ce lieu magnifique, ça va être certainement très beau. Alors Henri Le Guévou, vous avez chanté pour Mado Robin peu après sa mort, à l'occasion de sa mort. Ça a été très important dans votre vie. Oui. 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 Eh bien oui, pour lui dire au revoir. J'ai chanté dans l'église l'Ave Maria de Gounod. Il y avait une présence inoubliable, il faut bien le dire. Un recueillement aussi. Un recueillement, et vraiment d'entendre ce garçon avec cette belle voix, elle l'a entendu. Et je suis content parce que elle nous entend aussi, et elle vous remercie de pouvoir justement nous apporter cette présence qu'elle doit ressentir en ce moment, parce que Mado, on t'aime et on t'oubliera jamais. Jean Gouret, il n'y avait pas que les amateurs d'opéra qui connaissaient Mado Robin, puisqu'elle faisait toutes sortes de choses. Elle a été une des pionnières de la télévision, on peut le dire. Elle a fait des émissions à la télévision qu'aucune cantatrice ne se risquait sur les plateaux à la fois surchauffés et pleins de courants d'air de la télévision. Elle y allait. Elle revendiquait cette espèce de dévouement au public absolument. Hein. Elle s'occupait aussi des jeunes. Elle participait à la télévision, à l'école des vedettes, par exemple. Elle patronnait des jeunes talents, elle chantait en duo avec eux, et puis bien sûr elle avait ce vaste public populaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a commencé par toucher le public populaire, quand elle chantait l'ABC. Qui lui restait toujours fidèle. Qui lui restait toujours fidèle. Les gens achetaient les disques de Mado Robin, les grandes mélodies de toujours, les airs de l'époque 1900, etc. Alors il y a eu la gloire internationale, parce que ça, là pour l'instant on n'a parlé que de la France, et Michel Danse corroborait ce que vous avez dit en nous parlant de cette représentation à Marseille tout à fait extraordinaire, mais il y a eu la gloire internationale de Mado Robin qui a été époustouflante. Moi j'ai regardé des articles de presse tout à l'heure, je veux dire, elle a véritablement, on dit des gens qui triomphent, mais elle a véritablement triomphé à San Francisco, à Los Angeles, à Moscou. Comment on peut expliquer cela? Son talent simplement, ou une capacité aussi à comprendre ce que les publics étrangers, ce qui allait les surprendre, ce qui allait les séduire? Henri Goraïeb. Elle avait ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté populaire, je dois dire, comme grande artiste, mais qui touche tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire chez Mado Robin.
évidemment, aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup d'émotion parce qu'elle nous a quittés il y a 30 ans. Elle était jeune, elle avait juste 40 ans. Toujours les personnes qui disparaissent jeunes comme ça, on a un côté émouvant. Mais elle l'avait vivante, vous voyez, toute vivante. Elle donnait de l'émotion à tous les gens qui l'écoutaient. Et quand j'ai annoncé notre émission à beaucoup de personnes autour de moi, tout le monde aime Mado Robin. Pas seulement ceux qui aiment Wagner aiment Mado Robin, ceux qui aiment tout Mozart. Elle est aimée de tout le monde. C'est vraiment un cas populaire, Mado Robin. Et René Bianco, vous qui avez beaucoup chanté à l'étranger, et vous, Michel Dance, vous qui avez beaucoup chanté à l'étranger, le public, tous les publics sont quand même très divers suivant les pays. Et pourtant, elle y est arrivée d'une manière fantastique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est ce que dit Henri. Il y avait le côté, j'allais dire, acrobatique vocal, n'est-ce pas, qui était extraordinaire. Et c'était un atout, parce que quand elle est dans un pays étranger, Mado Robin, tout de suite, on disait ce suraigu que personne n'avait. Donc il y avait une curiosité déjà. Et quand les gens étaient tellement satisfaits qu'il y avait des ovations extraordinaires, parce qu'ils découvraient un phénomène vocal. C'était ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle les accroche. Ajouté à son chant, qui était d'une pureté magnifique. Il n'y avait pas que l'aigu qui lui donnait le succès. Mais seulement, c'était un complément qui faisait que les gens venaient en masse pour entendre ce phénomène, pour entendre ces notes extraordinaires que... Jean Gouret? Oui, je voulais dire que qui a eu le privilège d'entendre dans un théâtre, en scène, Mado Robin donner ses notes suraiguës, a éprouvé une sensation différente. Il n'y a pas de doute que ces contre si bémol, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et le public se levait, trépignait, battait des mains et des pieds. On ne pouvait pas rester indifférent à ces notes. Mais il y a toujours cette idée, c'est qu'elle accrochait les gens un peu presque par la curiosité, parce qu'elle savait faire, et que ensuite les gens étaient aussi stupéfaits par son charme, par toute la manière dont ça se passait, par tout ce qu'il y avait en plus, parce que c'était pas uniquement ce phénomène vocal extraordinaire. Là, j'ai des critiques en Amérique. She's a darling and a diva of unsurpassed vocalism. She's a darling. C'est une darling, c'était plus que chérie. Ça veut dire, il y avait le charme. The fantastically gifted coloratura Mado Robin. Le public des États-Unis, les critiques, ont tous chanté un miracle, et qu'elle a brisé non seulement la barrière du son, mais la barrière des cœurs. Il y avait quelque chose comme ça d'extraordinaire. Je vous propose de l'écouter encore dans Hamlet, dont on a parlé tout à l'heure. Elle s'en va, mais elle reviendra, elle reviendra.
Madame Payet, vous l'avez suivie pendant ces tournées. Je l'ai suivie tout à fait au début de sa carrière, moi. Quand elle a commencé, elle venait de perdre son mari, elle se retrouvait toute seule, et c'était très dur pour elle. Et à ce moment-là, elle a demandé à un moment de me laisser partir un peu avec elle. Alors pendant 3 ans, j'ai suivi partout. Ça va être extraordinaire. Ah, c'était une période, c'est la période la plus merveilleuse de mon existence, c'est sûr. J'ai beaucoup de souvenirs, mais ça a été fantastique. Nous avions 10 ans d'écart d'abord, hein. Alors on était très très proches l'une de l'autre. Quels étaient ses rôles préférés? Est-ce qu'elle avait des... Il y a eu, bien sûr, il y a eu l'Acmé, bien sûr, Oui, mais qu'est-ce qui a le plus importé pour elle, en dehors de l'Acmé? Elle aimait bien chanter Rosine aussi. Elle a beaucoup aimé chanter Rosine. On était complices, là, tout à fait. Oui, ah oui, oui. Parce qu'elle était malicieuse. Oui, tout à fait. Pour le rôle, c'était nécessaire. Est-ce que c'était compliqué d'être son partenaire? Oh, pas du tout, mais pas du tout. C'était une amie qu'on rencontrait, c'était pas quelqu'un qui était infatué de sa personne, comme on dit souvent, une grosse tête dans le métier. Elle était d'une simplicité extraordinaire, et ça facilitait évidemment le travail et le contact. En même temps, quand on lit la presse étrangère, il y avait autour d'elle une sorte de fanatisme incroyable de la part du public. Oui. Comment se déplaçait-elle au milieu de tout ça? Est-ce que ça la gênait? Est-ce qu'elle faisait la part nécessaire à la gloire et puis la part nécessaire à la famille, Madame Payet? Elle faisait une très grande part à la famille, ça, je pense que très important, tous ses amis qui sont là, vous les direz. Oh là là, oui. Les amis et la famille, c'était très très important. Je crois qu'elle avait très bien organisé sa vie pour ça. Jean Gouret, alors sur le répertoire... Et je crois que le rôle, justement, qui allait devenir son grand rôle, c'était Lucie Lammermoor, mais elle comme vous le disiez tout à l'heure, elle l'avait longuement préparé, etc. Mais il fallait qu'elle le mûrisse peut-être encore davantage. Et si elle avait continué à vivre, elle aurait été très certainement la grande Lucie de l'époque. Alors, comme elle a été la Lacmé. Ça, c'est la question que je voulais poser. Il y a eu dans ce destin complètement fracassé, ce qui d'ailleurs donne une dimension, c'est terrible à dire, Madame Payet, parce que pour vous, c'est une perte terrible, mais ça lui donne une dimension romanesque aussi, tout à fait extraordinaire, cette vie brisée à 42 ans, enfin, pratiquement brutalement. Est-ce qu'elle avait des regrets? Est-ce qu'elle avait des choses qu'elle aurait aimé approcher et qu'elle n'a pas eu le temps d'approcher, Madame Payet? Je pense pas. Vous croyez qu'elle a eu des regrets? Alors ça, vraiment, je crois pas. Alors vraiment, je pense pas. Et pour vous, Jean Gouret, est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir entendue dans un rôle de répertoire qu'elle n'a pas approché? Quelquefois, elle cherchait à interpréter un rôle différent. Par exemple, elle a abordé Leila dans Les Pêcheurs de Perles, mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas sa tessiture, et elle a tout de suite compris la chose. Si vous voulez, elle faisait très en sorte de toujours rester dans ses limites et de ne pas en sortir. Alors bon, elle a espéré quelquefois, elle a essayé, mais elle s'est toujours remise dans le droit fil, si vous voulez, de sa tessiture. Henri Gorayeb, est-ce qu'il y a des détours de Mado Robin qui vous ont touché, qui vous ont intéressé? Est-ce qu'il y a des... Parce que Jean Gouret, c'est un fanatique quand même. Alors, il y a peut-être des détours de Mado Robin qui sont très très plaisants et qu'on ne connaîtrait pas, des rôles auxquels elle n'était pas habituée. Est-ce que vous en connaissez? J'ai très peu entendu Mado Robin. Je l'ai entendu chanter l'Acmé, je l'ai entendu chanter La Reine de la Nuit. C'est tout par rapport à notre époque. Mais voyez-vous, et ce que nous allons tout à l'heure entendre confirmer dans l'interview de la sœur de Mado Robin, c'est qu'elle aimait beaucoup ses disques. C'était une question que je lui ai posée à Madame Robin, la sœur, qui également s'appelle la même chose, et ça m'a confirmé que la voix de Mado Robin, celle que nous entendons, c'est celle qu'elle aimait. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, on a le document, puisque depuis 30 ans, elle n'est plus là. Et quand on entend ces disques, on se rapproche d'elle très, très, très bien. On sent sa gentillesse, son grand talent, son cœur. On sent tout le personnage. Et c'est très ouvert, la voix de Mado Robin. C'est un miroir de son cœur en même temps. Alors, on va écouter. Henri Gorayeb est absolument formidable. Quand je lui ai dit je lui donnerai les clés de l'émission, il annonce les reportages et les sujets avant moi. Alors écoutons la sœur de Mado Robin. Merci Henri Gorayeb. Petite sœur, j'avais 11 ans de plus qu'elle tout de même. Hein. Alors, je crois que quand je me suis mariée, elle avait, je sais pas, hein. Mado, quand je me suis mariée, elle avait 5 ans. Et elle vit près de vous parce que depuis son décès, vous avez sa fille Michel qui est là, auprès de vous. Oui, c'est toujours Michel. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que nous entendons très peu, nous.
Il n'y a que très très peu de temps que nous la mettons vraiment, parce que nous avons été presque 10 ans après sa mort sans pouvoir l'entendre. Quand a-t-elle commencé à chanter, Mado Robin? Mado, elle a commencé à chanter, elle avait, dans les 15 ans. Oui, avec Mario Podesta, parce que c'est là qu'il l'a connu, Mario. C'était la fameuse, une représentation qu'il y avait pour des enfants ou tout ça. Alors, il a entendu, il a demandé à être présenté à mes parents. Mon père n'était pas là, mais maman était là. Et alors, il lui est venu, il lui a dit, mais madame, cette fille a une voix d'or, il faut me la confier. Alors, maman a dit, je ne pense pas, monsieur, que Mado, que mon mari la laissera faire une carrière comme ça. Alors, mais elle dit, mais si, madame, c'est pas la même chose. Si, croyez-moi, il faut absolument me la confier. Et alors, maman a dit, je vais le dire à mon mari, et si mon mari veut, au contraire, je veux bien. Et elle a travaillé avec lui pendant une dizaine d'années. Ah oui. Il lui a appris la technique. Ah oui. Et la fameuse technique italienne. Italienne, oui. Quand elle a enregistré un des derniers, Traviata, elle est arrivée, et parce que ce meuble est à elle, là, eh bien, elle a dit, en jetant ses gants et en se regardant dans la glace, eh bien, c'est sans doute le dernier que je fais, mais vous verrez ce que je vous laisse. Elle était à l'apogée de sa carrière au moment de sa mort, et elle venait de commencer justement de déployer une grande activité internationale. Ah oui. Elle avait été en Russie. Elle a été en Russie. Elle a été en Russie. Au Canada. Au Canada. Elle a chanté le plus longtemps possible, jusqu'à la fin. Donc, ce qu'elle espérait pas... Elle espérait faire son 1500e de l'Acmé. Oui, bien sûr, on savait que c'était prévu. Mais donc, elle savait malade, mais elle ne pensait pas qu'elle allait partir si vite, puisque... je ne sais pas. Je crois qu'elle nous l'a toujours caché, mais qu'elle savait qu'elle était perdue. Un très bel entretien, Henri Goraïeb, parce que on sent que tous les gens qui ont croisé, qui ont vécu avec Mado Robin en ont gardé une trace ineffaçable. Cette idée que votre mère, pendant des années, n'a pas voulu écouter les disques, l'idée que... Tout le monde dans la famille, tout le monde, nous sommes restés très longtemps sans pouvoir écouter un disque. Tellement, ça vous... Oui, à chaque fois, c'était très traumatisant, c'était épouvantable. Il y a les meubles d'elle, il y a les objets d'elle. Ah oui, bien sûr, oui, puisque sa fille vit avec maman, alors elle vit au milieu de toutes les affaires de sa mère, c'est normal. Alors il y a eu cette maladie, tout d'un coup, comme ça, et votre mère a l'air de dire qu'elle l'avait cachée, mais qu'elle le savait. Oui, elle le savait, oui. Mais je me demande si, tout en le sachant, je pense qu'elle avait un grand espoir quand même. Puisqu'elle a chanté jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle a chanté à Vichy, notamment, 3 mois avant. Bien sûr, à Royan, je crois aussi. À Royan, à Aix-les-Bains, je crois. Elle avait entrepris toute une tournée. Le matin même. Ah non. Le matin même, il paraît le matin même, elle a chanté en chantant elle a chanté l'air de l'Acmé, tu m'as donné le plus doux rêve. C'est comme ça qu'elle est partie. C'est quand même assez extraordinaire. Elle a chanté la mort de l'Acmé. C'est curieux parce que chaque fois que je chantais avec Mado dans l'Acmé, je restais à la fin pour entendre. Écoutez ça. Et ça me donnait une chair de poule. C'était tellement extraordinaire l'émotion qu'elle mettait. Tu m'as donné le plus beau rêve. On sentait qu'elle allait mourir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu dans son esprit, sachant qu'elle était peut-être condamnée, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui agissait sur sa voix, sur sa façon d'exprimer, qui était extraordinaire? On a l'impression quand même qu'il y avait la conscience, plus ou moins, d'un destin fragile, puisque, regardez tous ces documents qu'on a vus à la télévision, elle faisait tout le temps. C'est comme si elle voulait comme si elle voulait prendre toute la vie très très vite. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a eu quelque chose comme ça d'éperdu. Oui, elle a pas eu beaucoup de chance dans la vie, il faut dire, c'est vrai. Elle a eu beaucoup de deuils qui l'ont beaucoup éprouvée, elle n'a pas eu de chance. Est-ce que c'était fatigant de la suivre? C'était assez épuisant. Je racontais l'autre jour une histoire à M. Goraïeb, justement, sur les débuts de ces voyages, où nous sommes restés 3 jours sans nous coucher.
Parce qu'en partant de Paris, parce qu'à ce moment-là, c'était tout à fait au début, ça devait être en 45-46, et il n'y avait pas des trains comme maintenant, bien sûr. Alors nous sommes partis pour Saint-Étienne, le matin. Arrivé à Saint-Étienne l'après-midi pour la répétition avec Monsieur Danse, je m'en souviens très bien. Après, bien sûr, la répétition le soir. Et après la représentation du soir, nous avons repris le train pour Bordeaux. Nous sommes arrivés à Bordeaux le lendemain matin. À peine le temps de prendre une douche, bien sûr. Re-répétition au théâtre de Bordeaux l'après-midi. Représentation le soir, après la représentation retrain, et nous sommes arrivés le lendemain à midi à Paris. Et quand nous sommes arrivés à Paris toutes les deux, on n'avait qu'une idée, c'était évidemment d'aller se coucher. Nous sommes allés nous coucher toutes les deux, et c'est le lendemain, c'est ma mère, n'ayant plus aucune nouvelle et se demandant où nous étions passés, qui a téléphoné. Nous avions dormi 24 heures comme ça. On aurait peut-être dormi encore bien davantage, je ne sais pas. C'est ce que disait Michel Danse, c'est-à-dire elle dormait debout, je veux dire. Oui, Hein. absolument, oui. C'est extraordinaire. Alors nous avons une petite tradition dans cette émission, c'est que ma jeune collaboratrice Lila, chaque jour va visiter un lieu. Alors ce sont les visites de Lila, et on va regarder la visite de Lila d'aujourd'hui. Voilà. Actuellement à Paris, une exposition s'intitule Jean Cocteau, magicien du spectacle. Cette exposition, organisée par le département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale, n'est pas une exposition comme les autres. Elle ne figure même pas dans l'officiel des spectacles. En effet, il suffit de s'engager dans le passage Colbert et de s'arrêter de chaque côté de la galerie vitrine. Vous pouvez rester là le temps que vous voulez afin de profiter du charme de l'endroit et de son contenu. Cocteau, dès son enfance, fut séduit par le monde de la scène. Tour à tour, il a écrit, dessiné, mis en scène, joué la comédie. Et il a aussi créé des costumes pour l'opéra, le théâtre et le cinéma. Ce court mais fervent hommage permet aux personnages d'Antigone, Phèdre, Bacchus et Roméo et Juliette de reprendre vie et fraîcheur sous vos yeux. Pour rêver d'un passé riche de création, allez donc flâner Galerie Colbert, 6 rue des Petits Champs à Paris, tout près de la place des Victoires, et jusqu'au 31 mars. J'aime bien l'idée de cette rencontre de Jean Cocteau et de Mado Robin. Ah, s'ils s'étaient connus, ah, s'ils avaient pu faire un spectacle ensemble. Ça aurait été formidable aussi. C'est terrible. Ils se sont connus. Bien sûr. Ils n'ont pas fait de spectacle ensemble. Mais non, il n'y a pas eu de rencontre. Parce que mourir à 42 ans, quel dommage, hein, terrible vraiment. Est-ce que une autre Mado Robin serait possible, Jean Gouret? Écoutez, si on regarde vers le passé, on n'en trouve pas d'exemple à notre époque. Elle est vraiment une pièce unique parmi les cantatrices du XXe siècle. On dit que du temps de Mozart, la Bastardella avait un talent comparable. Je crois qu'il faut espérer, certes, mais enfin, elle a un talent, elle avait des ressources, elle avait cette extraordinaire facilité telle qu'on en rencontre une fois par siècle. Michel Danse. Et à cette époque, le diapason n'était pas... C'est-à-dire qu'il y a un demi-ton en plus. Quand elle donne un si bémol, ça devient un si naturel, ancien. Il ne faut pas l'oublier. Alors peut-être qu'à l'époque ancienne, il y avait peut-être une Mado Robin exceptionnelle, mais qui donnait vraiment des si bémols. Mais en sus de la performance de la voix, Michel Danzou, qui vous êtes beaucoup occupé justement des jeunes chanteurs, quel est le plus grand enseignement de Mado Robin que l'on peut transmettre à des jeunes? C'est sa diction. Et je crois que c'est un problème très important. On a souvent reproché, surtout aux femmes, de ne pas les comprendre. Et Mado Robin, on la comprenait parfaitement. Donc j'ai un conseil à donner aux chanteuses, c'est de travailler surtout la diction. C'est très très important. Et de donner toujours la valeur exacte aux mots. Ne pas chercher à faire un volume de voix continu. Il faut savoir doser, j'ai toujours dosé. C'est comme ça qu'on continue à chanter. Et peut-être aussi une attitude dans la vie, Maître Bianco, une manière d'être que peut-être des jeunes chanteurs qui tout d'un coup connaissent un très très grand succès perdent, c'est qu'elle était restée tout à fait authentique. Hein, ça c'est quelque chose qu'elle a toujours gardé et que peut-être on perd un petit peu. Maintenant on starifie les gens tellement vite. Ben justement, comme disait mon camarade Danse, c'est cette diction qui constitue tout dans le chant.
Et alors, elle avait ça, elle l'a travaillé, bien entendu, parce qu'on travaille toujours, on améliore toujours. Mais elle l'avait naturel, c'était naturel chez elle. C'est pour ça qu'elle avait cette facilité, qu'elle abordait tout comme ça, sans même se rendre compte de ce qu'elle faisait, des fois. Quand on aborde des ouvrages comme ceux qu'elle a chantés, Lucie de la Mermour, je l'assure que... Et puis elle était là, comme si rien n'était, avec une aisance, une facilité, puis... Ah oui, c'est exact. Henri Gorayeb, parmi tous les enregistrements que nous avons de Mado Robin, est-ce qu'on peut faire un hit parade? Si on devait emporter un enregistrement dans une île déserte, lequel conseillerez-vous pour les téléspectateurs? Écoutez, le premier qu'ils auront sous la main sera toujours très beau. C'est un vrai compliment. Mais vraiment, je vous disais, en ayant reconstitué ses premiers disques durant la guerre, jusqu'au dernier qu'elle a fait, ils sont tous très beaux. Peut-être elle a senti une évolution, mais moi je ne la sens pas, l'évolution. Moi je sens que ce n'était pas les débuts, et puis c'était la fin. Pas du tout, c'était toujours très très beau. Évidemment, elle a un peu changé de répertoire parce qu'au début, elle chantait La Villanelle d'Eva de Lacroix, elle chantait Charmant Oiseau, des choses un peu faciles à écouter. Mais Mado Robin a fait une vie entière comme quelqu'un qui rentre en religion. Avec les facilités vocales et le phénomène qu'elle était, elle aurait pu faire une carrière, disons, hollywoodienne, et je dis ça dans un sens péjoratif. Elle a fait une carrière comme si elle était Kirsten Flagstad qui allait chanter du Wagner. C'était extraordinaire. Elle a fait ça avec beaucoup, beaucoup d'amour de son art et elle ne s'est jamais moquée d'elle-même. Il y a une honnêteté face à tout ce qu'elle a fait qui est extraordinaire par rapport aux moyens qu'elle avait. Aux moyens acrobatiques, elle ne les a pas utilisés. Elle pouvait en faire autant qu'elle voulait, elle aurait séduit des foules, bon, mais non, elle attire les artistes. On reproche parfois les gens qui sont habitués aux grandes tragédiennes grecques qui bougent les mains, le fa ici, le si bémol là-haut. Où le si bémol là-haut? Mais elle n'avait pas besoin... Cherche le si bémol. Le sol. Oui. Mais on pouvait dire, elle ne fait pas beaucoup de choses pendant qu'elle chante. Mais elle n'avait pas besoin. Les bras n'avaient pas besoin de trop bouger. Elle avait une sobriété dans les films. Je connais beaucoup plus de films que ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ça a toujours été une sobriété. Critique, hein. Il ne faut pas... Au contraire, nous vous sommes très reconnaissants. Tous, je suis sûr... Henri Gorayeb, puisque vous parlez de sobriété, qu'on arrive à la fin de cette émission, malheureusement, voyons si ma petite amie Lila, en nous donnant ses nouvelles, va être sobre. Regardons. Prolongation les 27 et 28 février de Così fan tutte par la compagnie Sottovoce au Théâtre du Tambour Royal, 94 rue du Faubourg du Temple. La soprano Yumi Nara chante Kurt Weill et Eric Satie en compagnie de Jeff Cohen au Théâtre de Jazette les 4 et 5 mars. Le 16 mars, au Madigan, spectacle Jean Cocteau avec Magali Guamard et Patricia Martin. Demain soir, à 19h, récital de Brigitte Fassbender à l'auditorium du Châtelet-Les Halles. Les semaines chorales de Tourcoing, 11 concerts du 2 mars au 8 avril, Oratorio Alexandre Nevsky, création King Arthur. Mardi 6 mars, concert du Quatuor Manfred au Théâtre Mouffetard. Compact disque. Tout d'abord, l'incomparable Mado Robin, édité par Lina et qui vient de sortir ce mois-ci. La voix extraordinaire de Mado Robin, l'inoubliable Mado Robin et l'Acné, les trois chez Rodolphe. Vous pouvez aussi retrouver Michel Danse dans un récital d'air d'opéra français chez Eni. Enfin, un enregistrement du concerto de Schumann par Henri Gorayeb chez Forlan. Daniel Pic se produira au Théâtre du Tourtour dans le 4e, dimanche 11, 17h30 et lundi 12 mars, 20h30. Théâtre, un triomphe à New York et à travers les États-Unis, Smooch Music de David Cale aura sa première en version bilingue français-anglais, mise en scène de Robert Cordier au Théâtre Marie Stewart à partir de demain, 27 février. Maggie Sido expose à la Galerie d'Eau à Strasbourg.
quelques livres sur la musique, 4 voix pour un opéra de Philippe Urfalino chez Anne-Marie Métayer. La musique n'adoucit pas les mœurs de Pascal Landowski chez Belfond. Angela, la guerrière soprano de Richard Desmarty chez Julliard. Karajan d'Émile Peravert aux éditions de la Manufacture. Objet du jour, la tiare de Lacmy pour la 400e représentation de l'opéra, tiare que Mado Robin n'a jamais portée. Ma tenue est de chez Ragtime, mes accessoires sont signés Éric Guérin. Je vous embrasse. Alors si vous avez le temps de faire tout ça, ben écoutez, vous êtes digne de faire partie du club de Mado Robin, parce qu'elle seule, à mon avis, aurait été capable de faire tout ça en 48 heures. Alors, il est malheureusement, nous avons déjà épuisé tout à fait le temps de notre émission, mais je voudrais quand même donner juste la parole à notre ami Le Guay, parce que je vous ai senti très très profondément ému pendant toute cette émission. Oui, et je voudrais dire surtout que vous avez pu réunir Bianco, Michel Dance, des spécialistes, nous sommes des spécialistes. Et actuellement, votre émission est regardée par des jeunes artistes lyriques. Bien. Et quand nous avons parlé de Mado Robin, il faut bien dire qu'elle a choisi elle-même de débuter en chantant des chansons pour le phraser. Et toute sa vie, justement, elle a pu transporter ce style dans le classique sur ces notes, en débutant par une chose terrible, et qu'il faut bien dire qu'aux jeunes actuellement, si vous pouvez, après à chanter Les Feuilles Mortes, ce serait peut-être pas mal, et après vous chanterez Saint-Sulpice, si vous voulez bien. Bon, alors moi j'ai jamais réussi à chanter Les Feuilles Mortes, alors vous voyez, j'ai beaucoup de chemin à parcourir. Henri Goraïeb, malheureusement il faut qu'on se quitte, vous vouliez rajouter une chose? Je voulais vous dire un grand merci au nom de la musique, de l'art, du chant. Arrêtez-vous. J'ai eu la joie, l'immense fierté d'accompagner au piano le dernier récital donné par Madame Mado Robin à la télévision française. Ainsi fus-je le très modeste partenaire de la Reine de la Nuit et le soutien de certains rossignols dont les arabesques aériennes semblaient choir non d'une branche mais du ciel. Se savait-elle atteinte? Je l'ignore. Je sais seulement qu'elle fut vaillante et gaie. La bravoure n'était pas seulement dans sa voix, mais dans son caractère, cher Mado Robin, unique et irremplacé. C'est un texte de Bernard Gavotti, un homme qui montra lui aussi beaucoup de courage dans d'autres circonstances. Retrouvons Mado Robin une dernière fois. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir aidés à l'évoquer.